Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau bada consacré au monde de la culture et qui va nous faire découvrir un groupe d'artistes qui a été créé et organisé par Colbert en 1669 et pour lequel en 1698, Louis XIV a imaginé et inauguré la prise en compte de la pénibilité dans la détermination de l'âge de la retraite. Pendant longtemps, ce groupe ne comptait que des hommes. En 177 ans, il a déménagé 11 fois, puis il s'est installé au Palais Garnier en 1875 et il n'en a plus bougé depuis 145 ans. Bien sûr, on peut aussi le voir à Bastille, mais sa base, ses salles de répétition, son foyer, c'est Garnier. Deux gars à pincer danseuses à l'époque où des messieurs en habit leur donnaient rendez-vous au foyer. Carpeau les a fait virevolter en pierre autour du génie de la danse, vêtus de leur seul costume de naissance. Un monsieur choqué a jeté une bouteille d'encre noire sur leurs poitrines affriolantes. Le ballet de l'Opéra de Paris, vous l'avez reconnu, s'est imposé comme une des toutes premières troupes au monde. Peu de choses ont changé dans son organisation. En 1940, le maître de ballet et chorégraphe Serge Liffard invente le titre de danseur étoile et l'attribue d'abord à deux danseuses, puis l'année suivante à un danseur. Avant de fouler les planches du Palais Garnier, l'une de ces danseuses, Lisette d'Arsonval, dansait dans les rues où Toulouse-Lautrec trouvait ses modèles à Montmartre. Longtemps, il n'y a eu que 12 étoiles en activité, on en compte aujourd'hui 19. C'est l'une de ces étoiles en activité, Mathieu Gagnon, nommée l'année de ses 20 ans, que j'ai invité pour ce nouvel épisode d'une série de Bada destinée à faire mieux connaître les innombrables visages des métiers de la culture. Mathieu Gagnon, bonjour. Bonjour Philippe Meyer. Vous êtes danseur étoile du corps de ballet de l'Opéra de Paris. Je pense que beaucoup d'entre nous ne savent pas très bien qu'est-ce que c'est que le corps de ballet de l'Opéra de Paris, de combien de danseurs et de danseuses il se compose, comment il est organisé, etc. Est-ce qu'on peut commencer par ça? Oui, bien sûr. Alors, l'Opéra de Paris, c'est une maison ancienne et prestigieuse qui compte actuellement 154 danseurs en CDI, avec un nombre aussi fluctuant de danseurs en CDD selon les besoins pour certaines productions, des danseurs qui sont blessés sur du long terme, des danseuses enceintes. Voilà, donc pas mal de danseurs. C'est géré par l'État en grande partie. Il y a un directeur qui chapeaute tout, mais nous avons aussi une directrice de la danse qui s'appelle actuellement Aurélie Dupont, comme son intitulé l'indique, qui s'occupe du pôle danse et de toute la partie artistique. Comment est-ce qu'on entre dans ce corps de ballet et à quel moment on peut entrer? Parce que je pense que tout le monde a l'image des petits rats, d'un corps de ballet dans lequel on entre comme apprenti très très jeune et à l'intérieur duquel il faut gravir tous les échelons. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on est obligé de rentrer tout petit? Est-ce qu'on est obligé? Est-ce que pour être membre du corps de ballet, pour être danseur du corps de ballet, il faut avoir fait tout son apprentissage et toute sa carrière dans le corps de ballet? Non, alors aujourd'hui, c'est de plus en plus faux, même si à une époque, c'est vrai que c'était vraiment plus pratique d'avoir fait l'école de danse. Aujourd'hui, on a beaucoup de danseurs qui viennent de l'extérieur, voire même de l'étranger. L'Opéra de Paris a cependant une école très réputée à laquelle on peut entrer à partir de l'âge de 8 ans. Il y a 6 euh, grades qu'on appelle des divisions chez nous. C'est un petit peu militaire, mais c'est comme ça. Et aussi pour les plus jeunes, un petit stage de 6 mois. On passe d'une division à une autre par un examen à chaque fin d'année. Et à partir de 16 ans et du brevet des collèges, on est éligible à l'examen pour rentrer dans la compagnie de l'opéra. C'est sur concours, et donc c'est un nombre de places disponibles chaque année. Et ce concours est ouvert aussi bien à des gens qui sortent Alors, d'école de danse qu'à des étrangers. je vais y venir. En fait, il y a 2 dates pour ce concours. Il y a une première date qui est ouverte uniquement à la dernière division de l'école de danse, ce qui fait que ça reste quand même toujours préférable, en plus de la qualité de l'enseignement de l'opéra, de passer par l'école. C'est qu'on a une journée d'avance sur les autres. Lors de cette première journée, donc c'est que les élèves de l'école de danse et il y a déjà certains postes qui sont pourvus et on garde
Pour la deuxième journée, certains postes et tous les postes de CDD aussi pour l'année. Et la deuxième journée, elle, c'est souvent le lendemain ou 2 jours après. Et là, tous les gens de l'extérieur, plus les élèves qui n'ont pas été prêts à la première journée, peuvent prétendre à intégrer l'opéra. Vous pouvez nous dire les noms de ces divisions qui sont tellement Alors, poétiques et c'est des anachroniques? numéros. Les noms sont des numéros. En fait, on arrive la plus basse, c'est la 6e division, qu'on peut intégrer par un grand stage d'1 an ou si on est très jeune, par un petit stage de 6 mois à partir de janvier. Donc, on arrive en cours d'année. Et puis après, on fait 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà. Et les noms des divisions du corps de ballet? Alors après, les grades du corps de ballet sont, on entre en tant que quadrille, puis coryphée, sujet. Ces 3 grades sont des grades de corps de ballet. Et ensuite, dernier grade auquel on peut accéder par concours, c'est premier danseur. Mais là, on se situe déjà dans la classe dans la classe des solistes. Et le grade suprême, c'est étoile. Mais là, ce n'est plus un concours, mais c'est sur nomination du directeur et de la directrice de la danse. Sur proposition de la directrice de la danse. Est-ce que à ces différents grades correspondent des différents rôles? Alors, initialement, oui. Et c'est toujours un peu le cas. Sauf qu'aujourd'hui, les grades ont tendance un petit peu à disparaître, surtout dans les chorégraphies contemporaines ou dans les ballets de groupe où finalement, il n'y a pas un couple d'étoiles avec des rôles secondaires, puis tout un corps de ballet, mais où tout ça est un petit peu plus mélangé. Et donc, la hiérarchie a parfois tendance à être un peu moins stricte. Vous-même, vous êtes venu de l'extérieur. Moi, je suis venu de l'extérieur, mais c'est encore un autre cas de figure. Mais j'ai quand même fait les 2 dernières divisions à l'école. Vous avez commencé où? Alors, moi, je viens de Marseille. Je suis né à Marseille. J'ai grandi à Marseille jusqu'à mes 15 ans. Et en seconde division, Claude Bessy, qui était alors directrice de l'école de danse, m'a permis d'intégrer la seconde division. La première année en tant qu'élève payant, c'est-à-dire que je devais payer mes cours, alors que en général les cours dispensés sont gratuits. Et la seconde année, j'ai été donc intégré. Je pouvais donc passer l'examen. Et à la suite de cette année, j'ai été intégré à l'école dans le ballet. À quel grade? Au grade de quadrille. Au grade de quadrille, au grade de débutant. Et vous Voilà. êtes danseur étoile. Vous avez été quadrille, vous avez été coryphée, vous avez été sujet. Vous n'avez pas été premier danseur. Non, j'ai eu cette chance, on va dire. Je n'ai pas eu besoin de passer le dernier concours puisque Hugues Gall et Brigitte Lefebvre m'ont nommé. Alors, Hugues Gall était le directeur de l'opéra à l'époque et Brigitte Lefebvre la directrice de la danse. C'est exact. M'ont nommé le 20 mai 2004 à l'issue du spectacle de Don Quichotte alors que je n'étais que sujet. C'est un événement assez rare. Et ça s'est déjà produit, ça n'était pas, il y avait déjà des précédents et voilà. Vous aviez 20 ans. Exactement. Vous dansiez Don Quichotte. Oui, je dansais Don Quichotte. C'était pas prévu à l'initiale, mais avec plusieurs danseurs blessés, Brigitte Lefebvre m'a demandé d'apprendre le rôle et de le faire sur scène à l'occasion de 3 soirs. Alors, en fait, on n'est pas nommé danseur étoile parce qu'on a particulièrement bien dansé le rôle à l'issue duquel on va être nommé. On est nommé danseur étoile, j'allais dire, pour l'ensemble de sa carrière. C'est comme une sorte de consécration. Alors oui et non. Là, je pense qu'on pouvait clairement pas dire que c'était pour l'ensemble de ma carrière, vu le peu d'expérience que j'avais, mais plus un pari sur une carrière future. Vous dansiez Don Quichotte et vous êtes ce qu'on appelle, je ne sais pas si le terme est officiel, mais vous êtes un danseur noble. Comment est-ce qu'il faut définir ça, un danseur noble? C'est vrai que un peu comme en lyrique, on a des typologies de personnages chez les danseurs, de par le physique, de par les aptitudes, et qu'on a parfois tendance à dire, oui, que certaines personnes se rangent dans la catégorie des danseurs nobles. J'ai effectivement cette chance parce que c'est plutôt agréable de s'entendre appeler ainsi. C'est un danseur avec une certaine allure, alors peut-être un peu altière ou princière, on va dire, je sais pas, ça fait toujours un peu prétentieux de dire ça, mais qui est donc prédisposé à souvent jouer des rôles de prince et de jeunes premiers. Pour nous donner quelques rôles comme ça qui vont plus particulièrement à Exactement. danseur noble. Alors, on va dire le prince de La Belle au Bois dormant, on va dire tous les rôles, le prince du Lac des Cygnes,
mais aussi dans des rôles romantiques, comme le James de la Sylphide, comme le Armand de Adamo Camélia, comme le Roméo de Roméo et Juliette. Voilà, ce genre à l'inverse de rôles plus dits de caractère, comme le Abderrahm dans Romonda, comme le Rothbart dans Le Lac des Cygnes. Et voilà, c'est souvent, ils ont un balancier, un autre rôle qui vient compenser le côté un peu princier avec quelque chose de plus terrien. Revenons un peu en arrière. Donc, vous avez 20 ans, vous venez de danser Don Quichotte, vous saluez, et là, il se passe quoi? Et là, le rideau se ferme parce que à mon époque, on nommait rideau fermé. Et Brigitte Lefebvre et Hugues Gall viennent sur scène et annoncent ma nomination. Donc, c'était une grosse surprise pour moi puisque je venais juste d'être monté sujet. Ça faisait que quelques mois que j'étais sujet. C'était mon premier grand rôle. J'avais déjà interprété le prince Kourski dans Ivan le Terrible en décembre, juste avant. Mais voilà, c'était la première fois que j'étais dans une tête d'affiche et que je dansais avec une étoile, en l'occurrence Agnès Le Testu. Donc, j'étais juste très, très heureux et très soulagé d'avoir rempli mon contrat et d'avoir assumé ces 3 spectacles. Mais là, c'est vrai que cette récompense finale était une super surprise pour moi. Le corps de ballet vous applaudit, on rouvre le rideau. Non, 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 le on ne rideau rouvre reste pas le rideau. Ah, fermé. donc le public. Ah oui, alors c'est Ah vrai non, que moi, les le dernières public à l'époque nominations. Ouais. ne participait pas du tout. Ah, En ça, fait, alors c'était vraiment quelque chose d'interne. c'est tout à fait. Chaque directeur, en fait, le fait à sa manière et Hugues Gall préférait que ça soit en interne, voilà, quelque chose de privé. Alors, danseur étoile dans votre famille, vous n'êtes pas le premier. Votre mère était danseuse étoile à l'Opéra de Exactement. Paris et votre père était le danseur étoile ou premier danseur, ou Dieu sait comment ça s'appelle, dans le ballet de Roland Petit, que d'ailleurs votre mère a rejoint par la suite après un certain nombre d'années à l'Opéra de Paris. Seulement, évidemment, contrairement à certains métiers, on peut se repasser l'intérêt pour une discipline artistique de père en fils ou de mère en fille, mais on ne peut pas se repasser le savoir-faire. Mais quand même, euh, cette, cette hérédité de danseur, vous avez aussi une sœur qui est danseuse et qui est dans le Oui, corps de ballet, qui est sujet, non, je crois, oui, exactement, dans le Marine. corps de ballet de l'Opéra de Paris. Cet environnement de danseurs, de danseuses et de curiosité pour la danse, ça se traduisait comment chez vous? Eh bien, d'une part, c'est vrai que déjà très jeune, mes parents, quand je suis né, mes parents étaient déjà tous les deux principaux au Ballet de Marseille, chez Roland Petit. Et c'était une compagnie qui jouait beaucoup à Marseille, mais qui devait aussi beaucoup s'exporter en tournée, donc qui partait très souvent en tournée. Et donc déjà très jeune avec ma sœur, nous étions de la plupart des tournées, surtout tant qu'il était possible de quitter l'école. Et ça, c'est vrai que c'est des souvenirs, même s'ils sont pas très précis, que c'est plus des bribes, des petites images, des choses comme ça qui restent. Ça a été super important pour moi et très déterminant dans mon envie plus tard de devenir danseur. Parce que toute cette ambiance, en plus 2 enfants, des danseurs principaux, forcément très entourés par tous les danseurs et tout le staff, partir en voyage, être constamment avec nos parents et puis vivre le spectacle en live depuis la coulisse, c'est vrai que c'était une grande chance et c'est des choses qu'on a envie de revivre et de connaître après plus tard, en tout cas en ce qui me concerne. Alors, le point fixe de cette famille de danseurs et d'enfants transportés avec les danseurs et leurs danseurs de père et leurs danseuses de mère, c'était Marseille. Euh, et Marseille, où vous avez fait donc une partie de vos études ensuite dans l'école qui était liée au corps de ballet de Roland Petit. Et vous avez un lien particulier, vous avez gardé ou vous avez dans la tête, dans le cœur, un lien particulier avec Marseille? Alors, je considère que j'ai eu une enfance extrêmement heureuse et gâtée, et notamment par la qualité de vie que j'ai pu avoir à Marseille. J'ai grandi entouré de ma famille, plein d'amis, la mer, le soleil. C'est vrai que cette école, en plus, qui venait juste d'ouvrir quand j'ai commencé la danse, et donc ça a été une super opportunité pour moi parce que j'étais en horaire aménagé, mais dans un cadre quand même plutôt agréable plus que compétitif. Malheureusement, aujourd'hui, je n'y vais plus, je ne retourne plus et je n'ai plus vraiment de lien avec Marseille.
Mais en tout cas, j'en garde un souvenir très, très cher. Est-ce que je sais que vous avez dansé des chorégraphies de Roland Petit, mais vous l'avez jamais eu comme chorégraphe, enfin, l'avez-vous jamais eu comme chorégraphe en activité? Alors si, déjà à l'école, Roland Petit était quand même très Oui. présent, puisque c'était plus ou moins son école quand même, malgré tout, et que les élèves qui arrivaient dans les dernières classes pouvaient prétendre à rentrer dans sa compagnie. Certains de nombreux danseurs l'ont fait. On avait un spectacle à chaque fin d'année, un spectacle de l'école de danse, et à l'occasion de l'un de ceux-là, Roland Petit m'a créé un petit solo. Voilà, donc j'étais très content parce que j'avais un solo, mais c'est vrai qu'à l'époque, je ne mesurais pas encore la chance que j'avais de pouvoir travailler avec lui et d'avoir un solo sur mesure. Par la suite, à l'opéra, j'ai fait un peu de Roland Petit, Clavigo, Notre-Dame de Paris quand j'étais dans le corps de ballet. Et en tant que soliste, j'ai interprété le rôle de Saint-Loup dans Proust les intermittences du cœur. Et à chaque fois, il était là, présent, et donc j'ai pu travailler un peu avec lui. De tous les chorégraphes avec qui vous avez travaillé, est-ce que certains émergent dans votre souvenir, mais pas seulement dans votre souvenir de danseur, mais aussi dans votre souvenir du rapport de chorégraphe à danseur étoile? Alors, il y a deux chorégraphes qui m'ont beaucoup marqué aussi dans ma carrière. C'est étrangement, vous allez comprendre pourquoi, John Neumeyer et Pierre Lacotte, qui ont été les deux chorégraphes des ballets que j'ai dansés en première division lors de ma dernière année à l'école de danse de l'Opéra, pour le spectacle de l'école de danse. Et en fait, c'est des chorégraphes qui m'ont pas quitté. Pierre Lacotte m'a beaucoup aidé et soutenu. Il a demandé à ce que je fasse le film de la Sylphide dans le rôle de James, qui a été un vrai déclencheur pour ma carrière aussi et une vraie carte de visite à l'époque où on filmait pas encore autant qu'aujourd'hui. Et aussi John Neumeyer parce que c'est un chorégraphe dont j'ai toujours admiré la sensibilité et dont certains ballets resteront gravés pour moi à jamais, notamment la Dame aux Camélias, et qui a jalonné effectivement un peu tout mon parcours. Et c'est des chorégraphes qui sont revenus plusieurs fois dans ma carrière. Et notamment dernièrement, je suis en train de travailler une création de Pierre Lacotte sur le rouge et le noir. Donc vous voyez, c'est des chorégraphes qui sont récurrents dans mon parcours. Le ballet de l'Opéra national de Paris voyage. Vous avez dit tout à l'heure, l'opéra est une institution nationale et, comme la Comédie Française, il fait partie des instruments de prestige de la culture française à l'étranger. Vous avez voyagé avec l'Opéra de Paris. Vous avez été aussi invité dans certains pays où l'opéra avait fait des tournées. Je pense à la Russie et au Japon. Et je sais que vous retournez régulièrement au Japon sans le corps de ballet et que vous y avez un public. Comment tout ça se passe, ces tournées? Alors, les tournées avec l'Opéra de Paris sont complètement encadrées et organisées par l'Opéra. Donc là, on est complètement pris en main. On a juste à danser du mieux qu'on peut et à représenter et la maison de l'Opéra et la France également du mieux qu'on peut. C'est des tournées, souvent, l'Opéra essaye de faire une grande tournée d'environ 3 semaines par an dans un pays important comme les États-Unis, l'Australie, la Russie, comme vous avez cité, ou le Japon. Mais on peut aussi faire quelques petites tournées ou en France ou en Europe de durée plus courte. Après, on peut aussi avoir des projets personnels. Mais pour ça, il faut avoir une permission de l'opéra, donc ça se passe souvent pendant nos vacances. Et dans ces cas-là, on peut aller aussi dans ces pays ou dans des compagnies, dans d'autres grandes compagnies, pour intervenir en tant qu'artiste invité. C'est qui a été le cas pour vous en Russie. Ce qui a été le cas pour moi, effectivement, en Russie, au Japon, mais aussi, attendez, faut que je réfléchisse. Des galas, j'en ai fait des galas, j'en ai fait. Je vais pas citer tous les pays dans lesquels j'ai fait des galas, mais les pays pour lesquels j'ai fait des ballets en entier sont effectivement le Japon et la Russie. Et est-ce que donc ce lien particulier s'est établi principalement avec le Japon, uniquement avec le Japon, et en quoi consiste-t-il? Alors très fortement avec le Japon parce que c'est un lien que j'essaye de maintenir au moins une fois par an, voire deux. C'est un rapport effectivement
là, ça dépasse le cadre purement professionnel. C'est-à-dire qu'à force d'y aller aussi, on rencontre des gens, on lie des amitiés. C'est un pays que j'aime beaucoup, que j'affectionne. J'ai eu la chance d'y rester pour les vacances aussi un petit peu. Et puis, du coup, c'est la possibilité, l'opportunité de créer des projets personnels et des projets qui sont différents de ce que je peux faire dans le cadre de l'Opéra de Paris, des groupes, des chorégraphies, des rencontres avec des danseurs ou des chorégraphes que je n'aurais pas pu avoir en étant juste avec l'opéra. On vous invite, vous êtes indépendant de l'opéra qui vous a donné la possibilité de prendre une permission, comme on dit dans l'armée, pour reprendre votre comparaison de tout à l'heure. Euh, On vous invite, vous allez au Japon, vous avez la possibilité de décider de votre programme. Est-ce que cette liberté vous pousse à faire davantage de danse contemporaine ou est-ce que ça n'a pas de rapport? Alors, pas particulièrement, d'autant plus que les Japonais sont très friands du répertoire classique. Mais c'est vrai que c'est souvent aussi l'opportunité de faire des créations, des rencontres avec des chorégraphes, de travailler avec des danseurs de compagnies internationales et donc d'avoir des projets qui diffèrent du quotidien qu'on peut avoir à l'Opéra de Paris. Est-ce qu'il ne faut pas dire un mot de la place de la danse au Japon? Alors tout à fait, c'est vrai qu'on a une place particulière dans le cœur des Japonais et notamment des Japonaises. C'est assez drôle parce que c'est un pays dont la danse classique, enfin le ballet n'est pas propre à leur culture, mais qui en fait maintenant s'inscrit vraiment. Il y a vraiment des connaisseurs, il y a un vrai public, il y a un vrai engouement pour la danse, parfois plus que dans des pays culturellement liés à la danse comme la France par exemple. Où nous, quand on sort au Japon, on a des vrais fans avec des gens qui vous attendent, qui vous offrent des cadeaux, qui suivent votre carrière, qui vous écrivent, et c'est très peu le cas en France. Donc, Est-ce c'est aussi très agréable de partir là-bas parce qu'on sait qu'on va retrouver un public non seulement qui nous apprécie, mais en même temps qui est exigeant parce qu'il connaît beaucoup et qui voit beaucoup de choses. En fait, la particularité du Japon, c'est qu'ils invitent beaucoup de compagnies étrangères, même si eux développent de plus en plus leur propre compagnie avec un niveau international, mais ils sont très friands de voir tout ce qui se fait à l'extérieur. Et donc, c'est très intéressant. Et même souvent pour nous, quand on part, on a l'occasion de voir des spectacles d'autres compagnies. Et c'est très instructif pour nous aussi. Depuis que vous êtes entré dans le corps de ballet de l'opéra, et même peut-être depuis que vous avez observé le monde de la danse à travers la carrière de votre mère et de votre père, est-ce que vous avez aussi observé un changement d'attitude du public à l'égard de la danse, voire un changement de public? Alors oui, la danse ne cesse d'évoluer et je trouve que ces dernières années, on est face à un véritable tournant. En positif, c'est vrai qu'on parle beaucoup plus de la danse, j'ai l'impression, qu'avant. La danse est glamour, la danse s'invite dans les publicités, la danse s'invite un peu partout et dans les magazines. Et je trouve que c'est super et ça nous donne accès, nous, danseurs, à d'autres choses aussi. Ça nous ouvre sur pas mal de perspectives. Mais la danse doit se repenser aussi pour ne pas être élitiste, notamment l'opéra a une grande mission de démocratisation de la danse. Ça reste encore quelque chose qui n'est pas forcément toujours accessible, même si c'est souvent dans la psychologie des gens à tout le monde. Parce qu'il y a des places qui sont vraiment très peu chères aujourd'hui à l'opéra, qu'il y a des moyens de découvrir la danse, et notamment avec tout le numérique. Et tout cet accès un peu plus facile de la danse fait qu'aussi il est parfois moins contrôlable, que c'est des diverses manières de consommer de la danse. Voilà. Et que pour nous, artistes, il faut aussi accepter et s'adapter à ce genre de choses. Oui, d'autant plus que, comme l'indique le dernier rapport sur les pratiques culturelles des Français, le dernier rapport du ministère, on voit bien que le numérique l'emporte un peu plus chaque année sur ce qu'on appelle le patrimonial. J'ai soulevé la question de danse contemporaine, danse classique. Grosso modo, dans votre propre, dans une année normale, avant le Covid, dans une année normale du danseur étoile Mathieu Gagnon, quelle est la proportion de danse contemporaine et la proportion de danse classique? Alors, à titre personnel, moi, je suis plus souvent distribué sur des productions classiques, voire néoclassiques, même s'il m'arrive fréquemment de faire du contemporain et des créations. On va dire que c'est à peu près, alors c'est difficile
de jauger, mais on va dire 50-50. On essaye de faire plaisir. L'opéra essaye d'avoir un répertoire assez vaste et de faire plaisir un peu à tous les publics, avec Oui. une mission de maintenir le patrimoine classique et une autre aussi de s'inscrire dans la modernité et de proposer des créations et de rencontrer des chorégraphes. Donc, on essaye un peu de… C'est vrai qu'au début de ma carrière, moi, je faisais beaucoup de classiques parce que ça correspondait à mon âge, à mes capacités et qu'aujourd'hui, j'ai aussi envie de rencontrer des chorégraphes, de travailler avec eux. Et donc, il faut réduire je réduis de plus en plus la part du classique pour aller vers la danse alors contemporaine, moderne. Enfin, maintenant, il y a tellement de styles différents que c'est difficile de résumer tout ça en un mot. Alors, vous n'êtes donc pas enfermé dans le rôle de danseur noble, mais le danseur étoile que vous êtes, est-ce qu'on peut avoir une idée, en dehors de la période tout à fait particulière qui est maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une journée type quand vous êtes à Paris? Alors, la journée type commence toujours par le cours, Le par cours. l'échauffement. Le cours de danse, c'est-à-dire que pour être à un certain niveau, au niveau qu'exigent les chorégraphies, il faut pouvoir s'entraîner quotidiennement. Ce qui a été d'ailleurs une grande difficulté pour nous lors du premier confinement, c'était de maintenir notre niveau technique, physique, notre endurance, notre souplesse, notre musculation. Tout ça se travaille lors du cours le matin. On peut Alors venir attendez, un peu avant le pour cours le matin, s'échauffer. c'est quoi? Il y a quelqu'un, Il y a il y un a un maître de ballet? professeur. Non, Ouais. c'est un professeur qui n'est pas un maître de ballet, c'est encore une autre fonction, qui est chargé de nous échauffer, de nous entraîner. À l'Opéra de Paris, nous avons le choix d'avoir plusieurs professeurs, nous avons plusieurs horaires et nous avons plusieurs salles. Donc ça, c'est vraiment une grande chance parce que ça nous permet de ne pas être dans un quotidien un peu morne, mais de justement d'avoir des corrections, des avis différents. Et donc le cours est très important et il structure la journée. Mais là, il Voilà, y a qui dans le cours? Il n'y a pas que des danseurs étoiles. alors, non. Il y a des cours qui sont dédiés aux danseurs de moins de 3 ans dans le corps de ballet. C'est des cours où le prof s'attarde à faire beaucoup de corrections, où il y a une exigence un peu comme un lien entre l'école et la vie professionnelle. Et après, il y a des cours d'étoiles ou de solis, c'est des cours seulement d'1 heure. D'habitude, les cours sont d'1 heure et demie chez nous, juste pour se chauffer et pour se préparer à la journée parce que les solistes commencent leur journée de répétition plus tôt que le corps de ballet, en général. Hein, mais tout ça, c'est très, très théorique. Et en pratique, il y a beaucoup d'exceptions. Donc, vous avez beau avoir atteint le grade le plus élevé du corps de ballet, tous les matins, hop, au cours. 1 heure et demie Tous les de matins cours. au cours, exactement, pour tout recadrer, pour travailler les choses, pour être prêt l'après-midi. Et à partir de midi, les répétitions commencent. Les répétitions peuvent aller de midi jusqu'à 19 heures pour des grosses journées avec une pause obligatoire de 16 heures à 16h30. Mais c'est très rare qu'on fasse ce type de journée midi 19 heures parce que c'est quand même assez éprouvant. Donc, on le fait, c'est pas tous les jours. C'est-à-dire que des fois, on répète juste de midi à 13h30, la journée est terminée, ou alors on va se concentrer pour le spectacle du soir, qui lui est généralement à 19h30, même si maintenant les horaires ont tendance à un peu changer, s'adapter. On a eu 20 heures, on réfléchit aux différentes, pour les gens, ce qui est le plus pratique et le plus agréable pour venir à l'opéra. Mais vous n'avez pas de journée dans laquelle il y a le cours, une répétition jusqu'à 19 heures, enfin une longue répétition de l'après-midi, puis une représentation. Vous ne faites pas les trois. Alors, si c'est des grosses, non, en principe, si on a un spectacle le soir, il faut qu'on s'arrête au plus tard à 17 heures. Ce qui correspond à peu près à l'heure à laquelle on va se maquiller et on va se préparer. Alors, le danseur étoile que vous êtes, donc, a été nommé en 2004, à l'âge de 20 ans. En 2004, c'était il y a 16 ans. Tous nos auditeurs ont calculé l'âge que vous avez aujourd'hui, mais, et que vous ne pouvez pas leur cacher par conséquent, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que cet âge vous rapproche d'une limite importante. Oui, il se trouve qu'à l'opéra, l'âge du départ à la retraite est à 42 ans. Qu'on le veuille ou non, que l'on soit en pleine forme ou que l'on ait hâte que cette date arrive. J'entends toutes les controverses que cela peut susciter. C'est un âge auquel bien souvent, ça fait déjà longtemps qu'on travaille notre corps et on a de nombreuses blessures. Alors pas tout le monde, hein, mais le corps a pas mal trinqué. On doit pas mal gérer avec des anciens bobos. Et pour permettre aussi un renouvellement de la compagnie, une certaine fraîcheur,
je pense que c'est un âge correct pour partir à la retraite. Alors, à la retraite, on reste pas chez nous à se tourner les pouces. Évidemment, la plupart des gens se tournent ou vers l'enseignement ou restent dans des carrières maître de ballet, répétiteur, prof, voire des postes de direction pour les plus chanceux. Mais aujourd'hui, l'opéra a à cœur d'offrir des formations et d'aider le plus possible les danseurs à une reconversion. Donc, certains font des formations et vont dans des secteurs divers et variés parce que 42 ans, ça reste pour la vie active quand même jeune, très jeune. Ça nous permet d'avoir un autre métier et de compenser la perte financière parce que malgré tout, on dit retraite, mais c'est plutôt une pension qui nous est versée. Et donc, à 42 ans, souvent, c'est l'âge où on a des enfants, un crédit, un appartement, des envies, enfin voilà, bref. Et le train de vie qui diminue drastiquement si on n'a pas un métier à côté. Alors attendez, restons un instant sur ces questions triviales. 42 ans, c'est à mi-vie. Hein. Disons ça. C'est à mi-vie. Vous avez dit tout à l'heure, l'opéra vous assure une pension. Grosso modo, sans vous demander des chiffres, mais si on voulait rapprocher ça du salaire, est-ce que cette pension est équivalent au salaire d'un professeur certifié, d'un agrégé, d'un Alors, c'est très débutant? différent. La pension est calculée sur le nombre d'années passées à l'opéra, sur le grade de la personne. Donc, il y a tout type les pensions peuvent être très différentes entre un étoile et un quadrille, par exemple. Alors, je vous repose ma question autrement. Si vous partiez à la retraite aujourd'hui, plus exactement, si vous aviez 42 ans aujourd'hui et que vous partiez à la retraite, Oui. est-ce que si vous en aviez envie, vous pourriez ne pas avoir d'autres revenus en maintenant le même train de vie que vous avez aujourd'hui, qui est un train de vie que j'imagine. Ah non, il faut changer de train de vie. D'accord. C'est pas possible. On peut aller dans la Creuse et s'acheter un petit pavillon. Et effectivement, si on a mis de l'argent de côté, en fait, voilà, tout dépend. Après, est-ce qu'on a un bien à Paris qu'on peut revendre? Est-ce que, voilà, la carrière et les effectifs de chacun, est-ce qu'on vit avec des enfants ou est-ce qu'on vit célibataire? Il y a beaucoup de perspectives qui sont différentes et c'est pour ça qu'on peut pas mettre tout le monde dans la même case. Est-ce que vous avez déjà, vous, postulé à une formation en prévision de ce qui va vous arriver dans 6 ans, ce qui n'est pas, quand même, pas tout à fait demain, mais enfin, c'est pas si loin que ça? Alors, je suis actuellement en train d'effectuer un bilan de compétences Ouais. pour voir un petit peu entre mes envies, mes capacités, les possibilités, pour prendre un petit peu les devants aussi et pas attendre 42 ans pour me lancer dans quelque chose de différent. Personnellement, ma famille a toujours été dans la danse et c'est vrai que si j'avais l'opportunité de faire quelque chose dans une branche différente, ce serait avec plaisir. Mais bon, je n'exclus pas de rester dans ce milieu que je connais et que j'affectionne aussi particulièrement. Donc. Alors, avant de nous quitter, ce que je vous propose, c'est que nous nous arrêtions sur cette période très particulière qui a été la période du premier confinement, puis du couvre-feu, puis du deuxième confinement. Au moment où je fais cette conversation avec vous, nous sommes encore dans le deuxième confinement. Je pense que beaucoup de gens ont vu sur les réseaux sociaux un clip qui dure 4 minutes, qui a été très, très, très joliment réalisé, où le corps de ballet, en tout cas, une bonne partie du corps de ballet, a réussi à manifester son amour de son métier dans une chose, encore une fois, très joliment réalisée. Malheureusement, la réalité ne devait pas avoir toujours cet aspect-là. Comment ça s'est passé le premier confinement? Comment s'est passé le couvre-feu et le deuxième confinement? Alors, le confinement a pris un peu tout le monde de court à l'opéra. Nous, on rentrait juste en plus d'une tournée au Japon où il semblait que la Covid était beaucoup plus avancée qu'en France. Donc, en rentrant, on se croyait presque à l'abri, je veux dire. Et on nous dit, rentrez chez vous. D'abord, nous, avant le confinement, on a dû fermer l'opéra parce qu'effectivement, nos pratiques ne correspondaient plus du tout aux mesures qui étaient prescrites pour éviter la contagion. Donc, on est rentré chez nous. 3 jours après, nous sommes confinés pour 15 jours, mais toujours dans l'optique de reprendre, en tout cas dans ma tête personnelle, de reprendre 15 jours après les programmations, les spectacles, et donc de rester quand même un minimum en forme avec 15 jours de répétition perdus. Puis 15 jours
autres ont été ajoutées. Donc, on s'est dit, bon, OK, on annule une série. Quelle sera la série d'après? Comment on s'organise? Et en fait, à partir de là, il a fallu sans arrêt, au gré des annonces gouvernementales et en étant obligé de les attendre, prendre des nouvelles initiatives pour continuer à exister, continuer à être en forme, tout en respectant toutes les indications du gouvernement. Et comment Parce qu'on avez-vous fait? Parce que vous étiez enfermé chez vous, on ne pouvait pas sortir. Alors, Les confinements, ça rigolait pas. au départ, on se débrouille un petit peu, on fait des petits exercices. Et puis petit à petit, quand le confinement s'installe, l'opéra nous fournit des linos, c'est-à-dire les linos, c'est des tapis de sol, de danse un petit peu qui amortissent les coups et qui font plaisir aux voisins parce que quand on ne pouvait pas faire grand-chose, mais quand même, le peu qu'on faisait, ça fait quand même du boucan, surtout quand eux aussi sont enfermés toute la journée. Voilà, ça venait un petit peu aider. Certains ont investi dans une barre, on bricole des meubles à la maison pour pouvoir s'accrocher. Des cours sont organisés dans un second temps aussi par Zoom pour qu'on assiste au cours d'un professeur qui est chez lui et qui nous donne la classe pour que chacun puisse suivre un petit peu. Mais évidemment, dans ces cours, on vit à Paris, on a des appartements plutôt exigus et donc il n'est pas question de faire des manèges, de faire des grands sauts et encore moins de faire de la nage avec des partenaires qui ne sont pas là. C'est vrai que ça limite malgré tout les possibilités d'entraînement. On a fait comme on a pu. Au sortir du premier confinement, on a eu des cours, mais alors là, on était en fait groupe par groupe pour limiter le nombre de danseurs dans les salles. On a dû tout désinfecter, on doit désinfecter nos bars, porter des masques partout. Et c'est vrai que pour nous, danseurs, ça a été des pratiques qui ont quand même chamboulé notre façon de vivre notre métier et des pratiques qui sont devenues de plus en plus sévères. Alors c'est rassurant effectivement parce qu'on ne voulait pas prendre de risques, parce qu'on est un métier très tactile où on est nombreux dans des salles closes et donc du coup c'est vrai qu'on pourrait vite faire un cluster, mais l'opéra a réagi quand même très vite et a pris des mesures importantes pour qu'on puisse continuer à travailler, garder notre niveau, réfléchir à proposer quand même du contenu et des choses qui peuvent garder un certain public. Enfin voilà, il y a pas mal de missions et c'est vrai que ça a été un gros chamboulement et que ça oblige à repenser encore une fois la façon dont on envisage la danse et, et comment on reste connecté avec le public. Alors ça, c'est le confinement premier et la sortie du confinement. Et puis, patatras, on se retrouve avec d'abord le couvre-feu et ensuite le deuxième confinement. Comment ça se passe pour vous? Alors, le premier couvre-feu, ça oblige à avancer les horaires des spectacles, donc bien souvent à faire des spectacles assez tôt et donc à perdre un public qui travaille, un public actif et qui du coup peut moins venir. Puis la deuxième vague, alors là, on peut quand même, le deuxième confinement, on peut continuer à travailler, Dieu merci, parce que ça c'était vraiment très très important pour nous de pas se retrouver à nouveau à la maison et d'avoir perdu le bénéfice de tous ces mois qu'on a passé à essayer de se remettre en forme. Enfin, on y arrive. Et puis là, s'il fallait qu'on reparte en arrière, c'était vraiment pour le moral comme pour le corps terrible. Donc, on peut continuer à travailler, on peut continuer à répéter, mais malheureusement, c'est vrai qu'en termes de spectacle, il faut à chaque fois se projeter, même s'il faut décaler. Du coup, là, par exemple, l'opéra travaille la Bayadère, dans l'espoir qu'en décembre, les théâtres soient ouverts et qu'on puisse proposer la Bayadère. Dans Mais la mise en l'opéra, scène, dans la chorégraphie de Nureyev? dans la chorégraphie de Nourieff. Elle est particulièrement somptueuse et donc évidemment particulièrement difficile de la réduire d'une manière ou d'une autre. Oui, c'est-à-dire que un des attraits de cette pièce, outre la chorégraphie et le livret, c'est aussi toute la production avec le nombre de danseurs sur scène, avec tous les solistes, mais aussi tous les corps de ballet, notamment les 32 ombres, donc qui exigent effectivement des demandes en répétition, des protocoles très très compliqués à mettre en place. Mais on y arrive et c'est ça qui est super, c'est qu'en fait l'opéra se réinvente et l'opéra invente aussi des solutions pour si la Bayadère ne peut pas être donnée en spectacle. Notamment, on prépare un calendrier de l'Avent où chaque jour sur les réseaux sociaux, il y aura une petite répétition d'une partie de la Bayadère, ce qui fait que tous les jours, les gens pourront voir un extrait jusqu'au 24 décembre.
Et d'autres choses sont planifiées aussi pour essayer d'avancer et pour essayer de continuer à être présent et de pas juste se tourner les pouces après, juste pas prendre un cours et puis se dire bon ben on verra bien, voilà. Mais en fait, la direction est toujours obligée d'imaginer des scénarios A, B et C en fonction de l'avancée de la situation. D'accord, donc aujourd'hui, vous pouvez encore tous les jours aller à votre cours à l'opéra, vous pouvez aller de chez vous à l'opéra, y travailler, retrouver Exactement. vos collègues danseuses et danseurs et avancer dans la Mais préparation. avec des mesures quand même extrêmement encadrées, c'est-à-dire on doit désinfecter nos lieux, on porte des masques au cours et dans certaines répétitions, on est testé toutes les semaines. Il y a quand même un encadrement très fort, mais du coup aussi un sentiment de sécurité quand on va travailler. Vous avez réussi les uns et les autres à maintenir l'essentiel de votre activité pendant ce deuxième confinement et dans des conditions meilleures que pendant le premier confinement. Oui, rien à voir. Mathieu Gagnon, au moment où nous nous quittons, est-ce qu'il y a des séries télévisées, des films que vous recommanderiez à nos auditeurs? Éventuellement une mini-série documentaire qui s'appelle Graines d'étoiles. C'est sur des jeunes de l'école de danse de l'Opéra qu'on suit pendant un an et notamment jusqu'à leur concours d'entrée dans le ballet. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on comprend un petit peu le fonctionnement et de l'école de danse. Puis, légèrement, c'est évoqué aussi le corps de ballet. Et après, il y a une suite, 5 ans après, où donc on voit de nouveaux jeunes et puis surtout les jeunes qu'on a suivis, un peu ce qu'ils sont devenus, ceux qui sont rentrés dans le ballet et ceux qui ont fait une carrière ailleurs. Il y a aussi un autre film, enfin un film que j'aimerais bien voir moi-même, mais dont j'ai entendu beaucoup de bien, qui s'appelle Yuli. C'est une sorte de biopic sur Carlos Acosta. Carlos Acosta est un danseur cubain qui a fait une brillante carrière au Royal Ballet en Angleterre, à Londres, qui est un soliste très connu, qui est venu danser à l'opéra. Et c'est une sorte un peu de Billy Elliot, mais réaliste, voilà, sur une histoire vraie. C'est-à-dire qui part de la rue et qui arrive au Royal Ballet. Exactement. Mathieu Gagnon, je vous remercie et je vous souhaite bonne chance dans les projets que vous êtes en train de concocter pour après vos fameux 42 ans. Eh bien, merci beaucoup et puis j'espère à bientôt. Merci.